Kune n'est plus, accueillez. Kune, c'est toujours le même nom. La précision sémantique côtoie la compréhension tacite, les arguments pertinents côtoient l'humour indigent. Bienvenue dans Kune, c'est la critique Eneotail et on a trouvé notre phrase d'accroche. J'ai pleuré. Salut Néo, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Moi ça va mal, Néo, ça va très mal. Ah voilà, c'est bon, ça reste quand même. J'ai appris que Kune redémarrait de zéro, qu'on a prévu ça la veille de cet enregistrement, et en plus, j'ai perdu ma famille dans un accident de voiture, ça c'est vraiment la goutte d'eau. Surcoté la famille. Ouais, j'avoue, en vrai. Mais oui, on reboot. Hein. Le but initial de ce podcast, c'était de parler de jeux vidéo plus simplement, mais en voulant trouver un format à tout prix original, on s'est enfermé dans tout un tas de contraintes superflues dont on décide de se défaire aujourd'hui. Donc, adieu les jeux du moment, la section du milieu et les recommandations. Désormais, on parle simplement d'un jeu dont on partage l'expérience, mais pas forcément l'appréciation. L'occasion, en plus, de recevoir des invités avec bien plus d'aisance et de préparer les émissions avec plus de rapidité et d'entrain. Donc, Néo, est-ce que tu regrettes l'ancien format ? Alors, rien que pour le fait de devoir télécharger 32 vidéos par montage, franchement, ça va. Oh, t'inquiète, il y aura encore les bilans. Alors, vous l'avez vu, aujourd'hui, c'est Final Fantasy VII Remake, donc on va tenter déjà de parler du jeu, évidemment, mais aussi de ce qui l'implique, plus globalement. L'important, ce sera avant tout de dire ce que nous, on a pensé du jeu, d'exposer pourquoi on en pense ça, mais aussi de voir un petit peu quel est notre rapport à la série, à la collection FF7, et même pas nécessairement aux autres FF, ça on verra, mais c'est même pas tant nécessaire, en fait, tant FF7 à lui tout seul est devenu une série complète et complexe. Donc voilà, on verra un petit peu tout ça, ce sera le programme entre deux échanges complètement random. C'est vrai que Final Fantasy VII, j'en parle souvent comme genre une franchise. Et des fois on m'arrête en mode non, c'est la franchise Final Fantasy. Non, Final Fantasy VII c'est une franchise dans la franchise Final Fantasy. Genre ça a tellement trop bien marché que voilà, c'est devenu une série à part entière. Puis à l'annonce du coup de FF7 Remake, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, bien sûr. Il me semble que c'était pour la démo technique de la PS3 à l'époque. Oui. Donc, le projet il date de plus longtemps encore, il date de la PS2, enfin il commençait à en parler en tout cas dès la PS2. En 2006, c'est vrai que il me semble. 2005, le 3 2005, la démo technique. 2005, ok. Ouais, c'était la démo technique de la PS3, c'était juste une démo à la base, mais ça a tellement fait kiffer tout le monde que du coup il y a eu 30 milliards de questions de la part des joueurs, genre est-ce que vous allez refaire FF7, s'il vous plaît. Et le projet, du coup, FF7 Remake, il a été annoncé, lui, à l'E3 2015, donc 10 ans plus tard. C'est ça. Et il était encore à peine commencé. Faut dire que la période en tout cas toutes les années 2000 et le début des années 2010, en tout cas la première moitié des années 2010, pour Square, qui devenait Square Enix, c'était un enfer dans les locaux, notamment parce que, évidemment, il y a eu tout l'échec Les Créatures de l'Esprit, qui était donc leur premier film en images de synthèse, qui a été une catastrophe marketing, puisque ça a coûté extrêmement cher, beaucoup plus que prévu, et ça ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout remboursé, donc ça a été un naufrage total, ce qui a amené justement à ce que Square fusionne avec leur concurrent Enix. Donc voilà, il y a eu pas mal d'histoires là-dedans. Et puis évidemment, du coup, il y a eu alors il y avait toujours des séries qui tenaient un petit peu, on avait d'un côté Final Fantasy XI qui arrivait, qui essayait de gérer la maison, mais fallait voir l'après, quoi. Bon, il y a des films qui ont réussi à avoir leur petit succès, mais c'était pas non plus trop ça. Donc le film Final Fantasy VII Advent Children, ça a eu son succès, mais c'était pas non plus incroyable. Ça s'adressait à un public un peu plus niche que Les Créatures de l'Esprit. Mais après, du coup, le budget était plus restreint et ils avaient plus de savoir-faire. Et puis dans tout ça, il y avait quand même Kingdom Hearts, bien sûr, qu'on cite, et pas pour rien, parce que Kingdom Hearts, c'est bien sûr la série de Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura qui s'est ensuite réorienté vers un Final Fantasy qui était originellement Final Fantasy Versus 13, qui était censé du coup être un des opus de la trilogie FF13, sachant qu'à l'origine il y avait du coup le FF13 qu'on connaît, un autre qui était aussi dans l'univers Fabula Nova Crystallis, je sais plus dans quel sens c'est, et je ne sais plus le nom du deuxième, mais du coup c'est le jeu qui est devenu par la suite Final Fantasy Type 0. Le 15. Non,
Type 0 sur PSP. Ah non, oui, ok. Et donc il y a le troisième, Versus 13, sur lequel bossait Nomura, qui lui est effectivement, comme tu le dis Néo, devenu FF15, Ouais, c'est lui qui est devenu, suite FF15. à un enfer de développement en fait, dans lequel à peu près tout le monde était embourbé. Et Nomura, pour lui, ça a été vraiment un énorme regret, et ça a été très compliqué d'après l'ouvrage qu'a pu en faire Georges Grouard chez Third Edition, du coup sur Kingdom Hearts, où il parle un petit peu de tout ça aussi. Ça c'était assez intéressant d'ailleurs, si tu as l'occasion de le lire, Néo, je sais que tu as un peu envie de le lire, donc voilà. Alors, bah, je l'ai chez moi, le bouquin sur Ok, FF7, oui. donc Attends, j'attends une occasion. non, moi je te parle de ceux sur Kingdom Hearts du coup. Ah mince, pardon. Oui, bah, j'ai le Voilà. premier, maintenant. Ok. Bah oui, bah il en parle déjà dès le premier, voilà. Bon. Et oui, c'est très intéressant comme truc. Bah dis-toi que, je crois que je l'ai déjà dit, mais plus j'avançais dans le livre, plus je me faisais une réflexion, en fait, à mesure que je lisais le truc. Final Fantasy Versus 13 devenait un regret que j'avais a posteriori, à peu près aussi fort que Vex de Savant. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Voilà. super. Je J'adore me dis- lire des livres pour avoir Ah. le seum. Oui, mais ça reste fascinant, quoi. C'est comme quand tu vois Ouais, Jodorowsky's Dune, par exemple. Tu te dis, ah putain, ça aurait été incroyable. Ça fait rêver quand même de te dire, mais pas rêver, genre, ouais, vraiment ça. Ça t'évoque des trucs, ça va te chercher quand même des émotions, et tu te dis, bon bah, certes, ce projet-là n'a pas survécu, mais ça peut quand même apporter plein d'autres trucs. Enfin, Nomura a commencé à avoir un début de revanche dans Kingdom Hearts 3 par rapport à Versus 13. Je te laisse la surprise, Néo, mais c'est très marrant la manière dont il a réussi à amener ça. Et puis, bah, FF7 Remake, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vengeance aussi qui essaie, ou en tout cas, il essaie de reprendre la main sur un projet qu'il a voulu abandonner. Et pour le coup, je trouve ça très intéressant. D'autant que Nomura, du coup, c'est pas n'importe qui dans les Final Fantasy. Je sais pas si tu voyais un petit peu, mais il a commencé Chara Designer sur FF5. Il a fait ceux du 6, du 7, du 8, du 9, je sais plus trop, Ouais, du ça 10 fait, évidemment. si, ça fait un moment qu'il bosse chez. Voilà, Il a fait Crisis Core aussi, il me semble. absolument. C'est- Il l'a dirigé entièrement. Je crois pas qu'il l'ait dirigé, mais il me semble Non, qu'il a commencé à avoir un rôle assez important Ça, c'est ouais. avec Crisis Core. De toute façon, il a commencé. Enfin, quand on a vu qu'en fait le succès de Kingdom Hearts était réel, il a vraiment commencé à avoir une place très importante dans le studio, en fait, dans l'entité Square Enix. Donc, évidemment, il y avait quelque chose à faire, mais bah, Nomura, c'est quand même quelqu'un d'assez polarisant, on va dire, dans la sphère des joueurs. Oui, C'est-à-dire que, bon, il y a les gens qui adorent son travail, bah, il a son style à lui, quoi, Nomura, clairement. Notamment au niveau narration. et encore, t'as pas vu. Ouais, et encore, j'ai pas tout vu, je suis loin d'avoir vu. Et justement, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il y a la grosse patte Nomura au niveau narration dans les FF auxquels il a participé? On reconnaît un petit peu, j'ai l'impression, de Nomura dans la gestion de l'amitié dans FF15. Ça peut être quelque chose qui revient de loin. Par contre, dans le reste, j'ai vraiment pas l'impression. Enfin, t'as vraiment l'impression que le scénario a été charcuté. Hein. Donc, c'est très très intéressant en tant qu'objet analytique FF15. Je le trouve autant fascinant dans ses énormes qualités que dans ses gros défauts. Mais globalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de Nomura qui en reste. Alors que pour FF7, c'est très intéressant parce que on reproche beaucoup à Nomura d'avoir mis du cash dans son FF, sauf que bah, déjà c'est pas lui qui a la narration. Et surtout, bah, il y a des idées, il y a des thématiques qui sont effectivement apportées par Nomura, mais qui en fait, depuis le début, étaient propres à FF7. Et bah, ça on en reparlera du coup, mais je pense que créativement, ça a été très pertinent d'aller chercher Nomura pour faire FF7 Remake dans la démarche que le jeu a voulu prendre. Bon, là aussi, on reviendra dessus. Il y aura peut-être une section divulgation de tous les éléments scénaristiques avancés, on va dire, voire de fin. Tu peux dire spoiler, ça va plus vite. Oui, on dira une section spoiler, effectivement. J'ai pris l'habitude de plus le dire, mais oui. Donc voilà. Le projet partait là-dessus. Il est sorti en 2020. Ouais, 2020 sur PS4. Quelques mois plus tard sur PS5 et PC dans une version Intergrade qui avait un DLC dont on parlera peut-être vite fait, mais toi il me semble que tu l'as pas fait. C'est ça. Ok, donc alors je... DLC qui s'appelle Intermission. Ouais, puis on verra, on en parlera parce que je suis assez mitigé sur ce DLC honnêtement. Ok. Oui, puis ça pourra être l'occasion de parler aussi du futur Ouais, carrément. de la franchise. Ça et du livre aussi, on peut parler du bouquin, vu qu'il a été écrit par le scénariste du jeu directement. Bon, alors pour commencer, Néo, comment t'es rentré dans Final Fantasy VII, dans l'univers Final Fantasy VII? Final Fantasy VII, pendant très longtemps, je le connaissais parce que
Il y avait un personnage central qui mourait, je pense qu'on sait. Voilà, c'est la seule chose que je savais de Final Fantasy VII. Ça et quelques musiques que j'avais entendues parce que j'ai toujours été très proche de YouTube. Et YouTube, les vidéos de jeux vidéo, t'as forcément des OST de FF7 à un moment ou à un autre. Je savais que c'était un jeu mythique, mais je m'étais jamais trop intéressé parce que le tour par tour, c'est vraiment pas mon truc. Et puis, un jour de Noël, j'ai reçu mon FF7 Remake sous le sapin. Et donc j'ai commencé à jouer au jeu parce que je savais que ça allait être un action RPG, que ça allait peut-être plus me parler que l'original, surtout que visiblement l'original avait beaucoup vieilli, donc je voulais pas trop m'y jeter. Et j'ai tellement adoré FF7 Remake en fait que j'ai fait Final Fantasy VII derrière et que je me suis mis à adorer son univers au point de me mater Advent Children, de lire les romans FF7 et aussi de faire Crisis Core. Voilà. Bah, de mon côté, j'ai pu faire. Alors, j'ai découvert Final Fantasy assez tard, hein, mais globalement, j'ai vraiment commencé mon initiation du jeu vidéo assez tard. C'est-à-dire que, bon, je jouais un petit peu. Enfin, je jouais pas mal, mais mes références étaient plus proches de ce qui était, des jeux de tir, et j'avais plus conscience que c'était des jouets, on va dire, et vraiment des produits de divertissement, plus que des produits de réflexion. Donc, j'ai raconté cette histoire à peu près 14 milliards de fois, mais c'est avec Metal Gear Solid V, donc autour de 2016, que j'ai vraiment commencé. Je crois que c'était en avril 2016 que j'ai commencé à vraiment me dire ok, donc là il y a quelque chose qui peut se faire avec le jeu vidéo, on peut raconter des trucs assez ouf. Et donc voilà, il y a eu tout un développement, machin. J'ai adoré Metal Gear Solid, ça a été ma porte d'entrée dans le jeu vidéo, tout ça. Bon, Final Fantasy, dans tout ça, du coup, je l'ai découvert aussi dans cette idée de ok, alors maintenant je vais rattraper les jeux qui peuvent peut-être en fait apporter quelque chose d'un peu plus puissant, dirons-nous, et de réflexif dans tout ça. J'ai commencé avec, il me semble, le 7. Et alors, déjà, je n'avais aucune idée que FF7 était un jeu steampunk. Donc voilà, en fait, pour moi, c'était vraiment de la fantasy, hein. Tous les Final Fantasy, c'était de la fantasy. Bon, alors, non, du coup. Donc déjà, là, voilà, j'ai eu cette petite surprise. Et surtout, pour moi, c'était les RPG, c'était encore une histoire de, les cristaux, blablabla, les collecter, et puis on sauve le monde. Du coup, voir toute une histoire sur de l'écoterrorisme, sur l'écologie en général, sur le capitalisme, ce que ça amenait, tout ça, le libéralisme aussi, du coup, le fait de, alors, une gestion de la lutte des classes, mais assez, caricaturale peut-être, avec ceux du dessus et ceux du dessous, typiquement repris de Metropolis, mais vraiment, ça m'avait... Enfin, j'avais complètement reconsidéré en fait ce que je pensais des Final Fantasy. Donc c'est vraiment à partir de FF7 que je me suis dit ok, donc en fait je ne sais pas du tout ce qu'est la série. Donc voilà, ça m'a déjà fait ouvrir les yeux. Mais je l'avais pas fini à cette époque. Alors j'ai connu l'histoire de FF7 parce que je me suis quand même intéressé un petit peu à tout ce qu'il y avait autour. J'ai appris au bout d'assez longtemps en fait ce qu'il arrivait véritablement sur... je savais, tout le monde le sait pour la Border Race, donc voilà, ça ce n'est pas un spoiler, mais en fait ça c'est juste la fin du premier acte, et je savais pas la suite. En fait, je l'ai su que longtemps après qu'il y avait toute une histoire de troubles de l'identité, en tout cas de questionnement sur l'identité, sur le passé, tout ça, et aussi évidemment sur la nostalgie. Ça c'est le thème central, je pense, de Final Fantasy VII. Donc voilà, il y avait quand même tout un faisceau d'éléments qui m'ont dirigé vers le fait que, d'accord, il y a effectivement quelque chose de très intéressant avec ce FF7. Donc quand est sorti FF7 Remake, je ne l'ai pas acheté, mais j'ai commencé à regarder un peu ce qui s'en disait, tout ça. J'ai fini par le faire parce que j'ai pu le faire chez quelqu'un, je lui ai emprunté son jeu après avoir essayé chez lui. Ça m'a bien plu, jusqu'à la fin. Et la fin... Eh Je ben... pense qu'on pourra revenir un peu plus tard sur la fin parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Oh, ok. Mais c'est vrai ce que tu dis, j'ai oublié de le mentionner. L'univers de FF7, c'est pareil. Je m'attendais pas à vraiment l'aimer parce que j'aime pas la fantasy déjà de base. Et c'est vrai que c'est pas du tout de la fantasy. Final Fantasy VII, c'est pas du tout le cas. Mais du coup, je pense que c'est le seul univers Final Fantasy auquel je serais vraiment rattaché parce que après j'ai fait le 14. Ouais. Et le 14, c'est de la fantasy, fantasy pure et dure, et j'ai pas du tout accroché à l'univers. Ça, et puis aussi les thèmes qui sont abordés, c'est vrai que ouais, tu t'attends pas forcément à ça d'un jeu PS1, surtout quand, perso, les RPG que je connaissais, qui étaient assez, qui avaient des histoires assez, on va dire, profondes entre guillemets,
Bah, c'était des jeux de l'ère PS3, PS4. J'avais jamais vraiment essayé de me renseigner sur les RPG de l'époque. Et quand tu tombes sur un jeu PS1 qui a autant de thèmes et qui les approfondit si bien, ça te fait un petit choc quand même. Ça te fait une petite claque. Après, ça vaut pas The Last of Us, hein. Ferme-la. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses du gameplay de FF7 Remake? Alors, FF7 Remake, j'aurais tellement de choses à dire sur le gameplay. Parce que, genre, il y a l'aspect exploration, enfin, promenade, plus que exploration de FF7 Remake que je trouve très réussi sur son ambiance, mais sur le côté pur gameplay, bah, c'est des lignes droites, quoi. Tu te sens très enfermé. Alors, je peux comprendre que ça fasse partie du côté, bah, t'es dans Midgar, t'es enfermé dans le Midgar, t'es très... Ouais, c'est pas forcément très agréable de t'y balader, mais bah... N'empêche que niveau gameplay, des fois, c'est pas forcément justifié, et c'est pas toujours très agréable de se promener. Surtout dans les Bah, zones, en fait, genre, les zones où t'as personne, où tu peux pas profiter d'un décor, ouais. d'un paysage, ou tout ça, bah, tu te rends compte que le gameplay est pas si fou. Bah, je vois ton problème avec le gameplay des déplacements, mais en fait, je pense savoir d'où il vient. C'est que il n'est pas naturel et il fait beaucoup trop ludique pour justement t'immerger. Et Oui. vous ne m'entendrez pas dire ça souvent, mais The Last of Us, ça fait beaucoup mieux. Parce que, Ah bah pour le voilà, coup, la balade dans The Last of Us, c'est le bon c'est côté de ça, The The Last Last of of Us. Us, C'est le seul, mais c'est le bon The Last of côté. Us a vraiment su très très bien gérer sa manière de te faire. Alors, non seulement de gérer les animations des déplacements, mais ça, j'ai envie de dire, celles de Cloud, elles sont aussi très chouettes. Mais là où se déplacer avec Joël est encore mieux, c'est que le monde ne va jamais te rappeler que tu es dans un jeu vidéo. Alors que dans FF7, il y a beaucoup de moments où tu vas passer entre deux trucs très rapprochés pour te ralentir, pour un temps de chargement, ce que tu veux, ou pour monter une échelle, ou ce genre de truc, ce qui est très balisé, mais du coup tu t'en rends compte ludiquement, d'autant plus que du coup tu as des petites indications pour te montrer que... Ouais, t'as les voilà. flèches. Donc ça te ramène beaucoup trop au fait que tu es dans un jeu vidéo. Là où The Last of Us arrivait à... Et en plus, The Last of Us supprime l'interface quand tu marches, quand t'es pas en combat. Donc vraiment, t'étais complètement dans le jeu. Tu marchais et tu vivais le jeu, quoi. Donc ça, c'était vraiment une franche réussite que FF7 Remake n'arrive malheureusement pas trop à capter. Et c'est dommage parce que j'adore marcher dans les jeux. Oui, moi aussi, globalement. Après, par rapport au combat, ce que j'ai pensé, bon déjà, j'ai encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait le jeu en facile, donc je me suis pas pris la tête avec les combats. Donc je connaîtrais pas le système dans ses, ses- ses meilleurs atouts, je pense. Il y a peut-être des trucs que j'ai ratés. Mhm. Mais déjà, un truc qui m'a vraiment fait tiquer, surtout quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire dans l'original, c'est que les matérias, elles permettent très peu. Dans l'original, tu pouvais faire des builds de fou, t'en as encore aujourd'hui qui sont découverts. Là, c'est bah, les matérias te donnent certaines attaques et bah, c'est tout. Ou alors quelques boosts sur quelques stats, mais t'as pas ce côté mélange les matérias pour faire des personnages de fou, pour jouer comme tu le voudrais en fait. En même temps, étant donné que ce FF7 Remake ne reprend que la partie Midgar, bah, c'est vrai que les matérias dans la partie Midgar de FF7 original, elles sont assez basiques. Et je pense que ça raconte quand même quelque chose. C'est que les matérias les plus puissantes, tu vas pas les trouver à Midgar, et encore moins dans les environnements, dans les sphères que tu côtoies. Bah, c'est vrai, mais du coup, ça fait que Midgar, c'est pas grave, parce que dans Final Fantasy VII, l'original, ça dure 8 heures grand maximum, alors que là, c'est 30 heures. Oui, en soi, je comprends le reproche, mais je suis quand même plus prêt à l'accepter, d'autant plus que du coup, certes, il n'y a plus cette richesse dans les matérias, mais elle est quand même remplacée par la richesse du temps réel, en fait. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, le temps réel, encore une fois, euh, c'est du Nomura. Nomura, on sait qu'il a œuvré sur Cash, et pareil, sur Cash, j'esquive les combats, ça me saoulait. Mais je sais que dans Cash, t'as beaucoup plus de personnalisation que dans FF7 Remake. Ouais, mais dans KH, tu contrôles qu'un seul personnage. Là, la variété, elle vient du fait que tu peux alterner entre plusieurs personnages. Et, alors, je vais dire deux choses là-dessus.
je trouve que le fait d'alterner entre les personnages comme ça pour pouvoir jongler et jouer au mieux et gérer les ennemis, savoir gérer la multitude, voir les gros ennemis en sachant alterner qui prendre pour quand, alors pour plutôt faire monter la jauge de faiblesse, ici pour plus faire du DPS, cette personne va plutôt soigner, et gérer tout ce petit groupe, ça se fait très très bien. En revanche, je trouve que le jeu te l'explique très mal. C'est-à-dire que j'ai regardé pas mal de let's play, notamment Atomium et Super Brioche, et en fait tu te rends compte très vite qu'il ne joue qu'avec Cloud, quasiment. Et voilà, le jeu a une petite occasion manquée à ce moment-là, qui est que il ne t'apprend pas très bien à utiliser tous les personnages que tu peux utiliser et à exploiter en fait à fond les possibilités de jeu. Voilà, ça m'attriste un petit peu parce qu'il y a vraiment des trucs de ouf que tu peux faire en fait avec le jeu. Et là où beaucoup ont reproché une simplicité, voire un simplisme dans le gameplay des combats, moi j'ai vraiment trouvé quelque chose d'assez riche, qui certes n'est pas non plus digne des plus grands beat'em up ou des plus grands RPG tels que KH2 ou des MC5 ou je sais pas, Bayonetta, Hi-Fi Rush. Voilà, il y a quand même, ça me semblait suffisamment riche pour qu'il n'y ait pas besoin d'aller le comparer à d'autres qui sont encore plus riches, tu vois, ça suffisait à lui-même. Voilà. Oui. Ouais, je vois. Après, c'est vrai que le jeu te l'explique genre une fois au tout début quand t'as Barrett. Et puis surtout, à chaque début et fin de combat, tu switches sur Cloud. Ce qui fait que tu commences forcément en combat avec Cloud. Et il faut toi-même aller switcher le personnage, ce qui est assez relou, pour être honnête. C'est ça. Et même, j'aurais bien aimé pouvoir me balader dans Midgar en tant que Tifa, par exemple. Mhm. Alors qu'il y a déjà des animations pour le déplacement, parce qu'à certains moments, tu vas contrôler tel perso ou tel perso qui n'est pas Cloud, qui a un set d'animation qui me semble suffisant pour juste pouvoir se balader en tant que ce perso, mais non. C'est déjà quelque chose que je relevais dans FF15 en plus. FF15 qui, me semble-t-il, a une mise à jour plus tard pour pouvoir incarner, je crois que c'était post-DLC justement, les DLC où tu incarnais notamment, Gladio, Ignis et Prompto. Et après ça, il me semble que du coup, même dans le monde ouvert, dans le jeu original, tu pouvais jouer aussi, contrôler Prompto, Gladio ou... non. Si, Prompto, Gladio ou Ignis, en plus de Noctis. Ce qui était plutôt bien vu, je trouve, puisque du coup ça rajoutait une certaine richesse qui, bon, n'était pas forcément nécessaire, parce que je trouve le gameplay de FF15 à la fois très simple pour le coup, mais jamais simpliste, parce que extrêmement efficace. Donc voilà, c'est bon. Oui, c'est marrant que du coup on retrouve un petit peu cet esprit du groupe dans lequel finalement tout ne revient qu'à un seul personnage. Voilà, ils auraient pu apprendre de ça. Peut-être que on en verra plus dans Rebirth, du coup. Rebirth, du très peu qu'on en a vu, j'avais l'impression que la zone qu'ils nous montraient était plus ouverte déjà. C'est possible. Ça me plairait beaucoup de repartir sur un monde ouvert à la FF15. Hein. Vraiment, moi, ça m'enchanterait. Alors je pense que ça peut être une excellente transition pour parler un peu des zones plus ouvertes, parce que FF7 Remake est un jeu très linéaire. On va faire, ça va être vraiment traverser des couloirs pour appuyer sur un rythme qui est parfois mis un petit peu à défaut. On pourra parler des chapitres qui servent à rien juste après. Mais à certains moments de l'aventure, il y a des zones beaucoup plus ouvertes dans lesquelles on peut faire des side quests. Alors, d'un côté, ça permet de s'imprégner de l'ambiance et en fait, Midgar est tellement trop bien à voir en fait. Genre, la vie dans Midgar, c'est incroyable dans ce jeu, je trouve. Genre, l'univers et l'atmosphère, c'est assez dingue. Mais par contre, le level design, c'est là qui pose problème. Parce qu'à la place d'avoir des zones ouvertes, on a des couloirs qui se rejoignent l'un l'autre. Et on a vraiment cette sensation constamment quand on est en train de faire les side quests. Et je trouve ça assez pénible. Arrête mec, est-ce que tu reprochais ça à Dark Souls? Rien à voir. Dark Souls, c'est des couloirs qui se rejoignent. À un moment, voilà. Ouais, mais enfin, Dark Souls, ça a l'architecture qui te fait penser à des couloirs. Je contredis. Mais oui, du coup, je te rejoins là-dessus. D'autant plus que, certes, FF13, c'était des énormes couloirs, mais au moins ils étaient beaux. Alors que dans FF7 Remake, certes, il y a des moments qui sont vraiment très beaux, et c'est vrai que Midgar arrive parfois à briller de mille feux. Mais il y a aussi des moments où c'est très moche, hein, mais que ce soit volontaire ou pas, hein, des fois c'est juste, effectivement, c'est une zone détruite, oui. ou en tout cas une carrière abandonnée ou que sais-je. D'accord, c'est laid, d'accord, mais
Du coup, j'aimerais bien que, certes, tu me montres que l'endroit existe, mais que tu ne m'y fasses pas passer 3 heures. Ça puis le coup des paysages qui sont en PNG. Ah ouais, non mais... Alors, que ce Ça soit en c'est... PNG, à la limite, d'accord, mais que ce soit mal mis, en fait, pour que la perspective fonctionne, ça m'a assez... Oui, ça m'a c'est assez tellement tué. cramé. Mais c'est C'est la tellement cramé perspective. en fait, Tu sais, c'est c'est horrible. quand t'es sous le plateau, là, et que tu regardes les bas-fonds de la ville, Oui, tu le... remarques tellement que... Enfin, c'est mal orienté, en fait. Donc tu vois que c'est du plat, parce que la perspective ne marche pas. D'ailleurs, c'est le chapitre 6, il me semble, celui où tu dois allumer des réacteurs, je crois. Ouais, ouais. Alors, justement, celui-là, je regardais les quelques interviews de FF7 Remake parce qu'il faut savoir que Que Square le jeu Enix. parle, faut le savoir. Ouais, eh oui. En fait, pendant toute l'année 2022, juste avant la sortie de Crisis Core, Square Enix, sur leur blog, ils sortaient, genre, une fois par semaine, il me semble, une interview avec les créateurs du jeu sur chaque chapitre. Et du coup, le 6e chapitre, bah déjà, c'est un chapitre où il ne se passe rien du tout. Je pense que c'est un chapitre qui aurait juste. Peut-être même le seul qui aurait juste pu être supprimé du jeu, que ça n'aurait absolument rien changé. Et bah, Ah, en vrai, il y a un truc, mais... Ouais, vas-y. et bah quand on voit les questions qui sont posées, il y en a une justement, parce qu'ils ont tellement rien à dire qu'ils balancent un ah oui, et du coup, on voit la ville en contrebas et on voit à quel point on est placé haut par rapport à la ville. Non, non, ce que tu vois, c'est un PNG qui est à 2 mètres en dessous du sol parce que c'est vraiment mal foutu. Mais en plus, c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment un potentiel, notamment, d'évoquer le fait que... Enfin, là, pour pouvoir avancer et pour pouvoir battre la Shinra, ils éteignent le soleil de deux ou trois sections, trois secteurs. Là, ça pouvait être intéressant. C'est jamais développé, malheureusement, mais tu te dis, si tu pouvais voir les conséquences du fait de retirer la source de lumière des secteurs auxquels on a retiré leur soleil, ça aurait pu apporter des choses Mais oui, mais intéressantes. c'est jamais dit au sein du Mais niveau. c'est jamais Genre, repris. même au sein du niveau, Si, si, c'est dit dans le on niveau, te le mais... dit au tout début. Puis donc, tu fais ton truc, t'as Non, l'impression d'aller, genre, Oui, voilà. faire un point A, B, C. Bah, quand tu le retires, t'as quand même Tifa, par exemple, qui fait... j'espère qu'ils vont s'en sortir en leur supprimant le truc ou quoi. Enfin, il y a quand même des regrets, tu vois, ils le font pas dans la joie et la bonne humeur. Mais en fait, c'est tellement... Enfin, ce que tu fais c'est tellement long et tellement chiant et tellement sans intérêt que tu te dis, mais enfin, je m'en fous, en fait, je veux juste continuer là. Puis ouais, voilà. Puis, Et du coup, tu prêtes moins attention aux cinématiques, ce qui est bien malheureux. oui. On a celui-là, mais on a aussi les, les égouts. Oui, bon, c'est chiant, mais ça va, j'ai l'impression. Oui, ça va, en vrai, ça se fait assez vite. C'est juste qu'ils sont assez mal placés Ouais. dans l'intrigue, j'ai l'impression, en fait. Ah bah tiens, oui, par contre, ce qu'il y a... En fait, oui, c'est ça. C'est l'enchaînement des égouts et de la décharge de train qui est beaucoup trop longue. Alors, autant les égouts, ouais, c'est long, autant la décharge de train. Alors, c'est vrai qu'on te met un giga build-up pour te couper avec 1 heure avec ces fantômes là. Mais autant le chapitre, je l'ai beaucoup aimé. Le chapitre juste en soi, ce qu'il raconte. Parce que c'était pas du tout dans l'original, c'est un truc qui a été créé entièrement de Ouais. zéro. Et la fin avec Aerys, je la trouve assez touchante. Ouais, mais là encore, en fait, à l'image de Sous le plateau, c'est noyé dans le gameplay et l'environnement et le truc pas intéressant que tu fais, quoi. Bah, c'est vrai que c'est noyé, mais là, tu vois, au moins t'en apprends sur les personnages, t'as un développement qui se fait, alors que dans le chapitre 6, t'as rien. T'as vraiment rien. Oui, mais je trouve quand même que ça fait trop peu, hein, en vrai. Juste une Là, ça va, cinématique qui j'aime bien. récompense un petit peu 2 heures de trucs. Même le combat de Bon. boss qui finit la séquence, je le trouve très confus, hein, même s'il est très chouette, le chara design fonctionne très bien. En soi. Alors ouais, en vrai, autant la deuxième moitié, oui, c'est vrai que c'était assez chiant avec le truc de faut reculer et avancer des trains Ouais, pour... ouais, ouais. Bah, tout le ça, c'est hangar, assez ouais. chiant. Mais franchement, toute la première partie, déjà, ça change radicalement l'ambiance. À la limite, la Donc je première trouvais ça partie, ouais, cool. ça va. Mais c'est Et vraiment, du puis coup, la t'as succession des trois qui me. Oui, 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 ça je comprends que la succession dérange. Mais en soi, ouais, le 11, je l'aime bien, franchement. Hmm. Ça, et puis les longueurs, on a aussi les grues. Bah, les grues, franchement, je vois pas pourquoi tout le monde s'en Mais plaint, hein. en vrai, les grues, la première fois, j'ai trouvé ça ultra chiant. Vraiment, j'en pouvais plus. Mais quand je l'ai refait, franchement, ça allait. Je pense que c'est surtout le fait de vouloir
tout collecter dans la zone, où tu dois passer par une grue, déplacer un personnage, puis remettre la grue à zéro pour le redéplacer. Des- Ça prend trop de temps en fait. Juste faire une Ouais. action prend beaucoup de temps et quand tu dois la faire plusieurs fois la même, juste pour ramasser un objet qui est caché, puis en plus finalement tu le ramasses, tu vois qu'il te sert à rien comme tous les autres objets que t'as dans le jeu. Bah Bah alors, moi j'ai effectivement trouvé que c'était un peu long, mais ça allait, franchement. C'était beaucoup plus honnête, surtout par rapport aux autres. Mais même en tant que tel, j'ai pas eu l'impression parce que du coup, déjà, bah t'avais pas un gros creux avec toutes les phases de grue, parce que à la fin de chaque section, donc il y en a trois, hein, il me semble. Et bah t'as le running gag du top là entre Iris et oui, Cloud, qui est adorable déjà. ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Et derrière, je trouve les énigmes plutôt chouettes. Alors pas dans leur construction, là-dessus c'est plutôt basique, mais rien que le fait qu'en fait la main, tu puisses l'orienter vers le bas ou la retourner vers le haut, et ben du coup ça offre deux lectures du niveau et c'est plutôt chouette en vrai. Enfin, même si effectivement les animations sont assez longues, ça va. Enfin c'est ok, on perd peut-être une seconde sur chaque mouvement, mais c'est pas non plus aberrant de longueur et tout, surtout qu'il y a genre trois énigmes. C'est pas non plus. Enfin, je répète, Ouais, mais mais quand on a fait le plateau bah, le plateau c'est déjà pas mal en fait. Sous le plateau, voilà. Et en plus alors. J'avais pas compris qu'on pouvait superposer deux conteneurs par contre. Là-dessus, j'ai bloqué un petit peu avant de comprendre vraiment ce qu'on voulait que je fasse. Mais sinon, justement, j'ai trouvé ça assez chouette. J'ai pas eu de problème dans la résolution de l'énigme. Tout est allé assez vite pour moi. Et à chaque fois, chaque petite transition avec la tentative de top là était super chouette. Donc, non, pour moi, c'était même un des moments que je retiens, que je trouve que ça développe vachement bien la synergie entre Iris et Cloud. niveau développement de personnage, je suis d'accord, mais par contre, niveau énigme, déjà le fait que il suffit que tu fasses genre une erreur, un truc de travers, genre tu poses une caisse là où il faut la reprendre, la remettre là où elle était de base, ça prend. C'est trop. Ça te. T'attends trop en fait. Genre, Ouais. Après, je trouve ça chiant quoi. après c'est peut-être parce que j'ai de la chance et j'ai pas fait d'erreur ou quoi. Ouais, voilà, genre j'avais fait une erreur pareil Mais avec des conteneurs, ça m'avait enfin, déjà, saoulé. sur ma première partie, ça m'avait déjà pas dérangé, et sur la deuxième, ça m'a pas dérangé non plus, donc ça se Ouais, trouve, je suis juste bon, en fait. en vrai, la deuxième partie ça allait, mais non, la première, je suis pas arrivé. Ça, puis. Ouais, non, les énigmes, je les trouve pas foncièrement très intéressantes quoi. Non, je trouve pas de satisfaction à faire les énigmes, juste je sens que je dois les faire pour passer à la suite, mais j'y prends aucun plaisir quoi. Ah bah, tu vois, la carotte dont tu me parles avec le cimetière des trains, je la retrouve, du coup, dans cette énigme Ok, ok, ok. des bras gros. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu veux revenir Enfin, parce que maintenant, on a parlé du rythme, on a parlé du combat, on a parlé de la marche. Est-ce qu'il y a un autre point du gameplay Ouais, juste Ouais. niveau gameplay, j'avais un dernier point on va pouvoir un peu s'en servir comme tremplin pour parler peut-être un peu Mhm. de tout ce qui est cutscene, cinématique, tout ça. Mais je trouve que le fait que le jeu soit complètement en couloir, ça marche très bien pour l'enchaînement cinématique gameplay. Ce qui fait que les phases scriptées ont un rythme qui Mm. est Bah, ça, de vraiment toute façon, réussi. les RPG japonais sont doués pour ça, hein. Il y a un savoir-faire entre allez, je te laisse jouer ça, et hop, je reprends la manette, et hop, je te relaisse rejouer. Bon, après, il y a des fois, il y a de l'excès, hein. On pense tous à l'intro de Forspoken. Oui, que je n'ai pas faite. Mais j'ai fait que la démo. Moi non plus, mais j'ai vraiment eu des retours comme quoi le tuto, en fait, t'avais toute une phase d'infiltration où tu devais t'échapper, a priori, et tu faisais deux pas, on te reprenait la manette, ensuite on te la redonnait, tu faisais deux pas, on te reprenait la manette. Oh. Mais ça, typique, typique Square Enix sur beaucoup de jeux, hein, je relate. Donc, Forspoken que j'ai quand même un peu envie de faire, hein, parce que le gameplay a l'air trop trop cool, en combat. Et en déplacement. Et du coup, oui, voilà, c'est vrai que en termes de rythme, en fait, à part les moments où t'as vraiment des longueurs énormes, c'est bien rythmé. C'est pas le jeu qui a c'est pas le jeu qui a fondamentalement des problèmes de rythme. C'est vraiment des moments dans euh, enfin, le jeu sait se rythmer, mais il y a des moments où il veut vraiment rallonger la sauce. Et c'est là que volontairement, du coup, il casse son rythme et ça pique un peu. Mais surtout que c'est dommage parce que le jeu il dure 30 heures.
Bah, si tu retirais les phases super longues, là, le jeu il durait quoi, 23 heures? Enfin, c'est bon. Même pas, 24, 25. Wow, c'est vraiment un gain pas nécessaire, hein, je trouve. Oui, puis surtout quand tu arrives sur enfin, pas la toute fin du jeu, c'est je crois à 3-4 chapitres de la fin. Tu peux explorer Midgar une dernière fois. Ouais. Et bah, tu peux explorer tout Midgar. Et tu dois explorer tout Midgar pour faire des side quests. La side quest des Chocobos, elle m'a saoulé. Ouais, c'est pas toujours très, très bien le rythme, mais oui, c'est le jeu qui se ralentit lui-même. Et c'est pas vraiment ouais, des phases scriptées en fait. C'est juste on te largue dans des niveaux. Et va ici. Et bah, par contre, on va te mettre 3 détours, 3 énigmes, des trucs comme ça. Et c'est un petit peu pénible. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas tant faute de talent que faute de cahier des charges en termes de durée de vie, hein, je pense. Ouais, je pense que Bêtement. c'est ça aussi. Donc c'est con, mais bon. Du coup, ça fait de l'ombre sur le tableau, quoi. D'autant que, du coup, là où le jeu peut notamment briller particulièrement, bah, tu le disais, c'est les cinématiques. Et même graphiquement, en fait. Je te laisse nous dire ce que t'en penses. Ah bah, graphiquement, c'est très beau. C'est très beau. Bon, c'est le moteur Unreal Engine 4. Du coup, Ouais. bah, au bout d'un moment, on le sent, quoi. On sent que c'est vieillissant. Notamment sur la version Intergrade, donc qui permet la 4K, mais qui a quand même des textures ultra baveuses, genre vraiment Ah, oui. PS3 à tiers. Genre l'ascenseur quand t'es à... Mince putain, le quartier de riche là, comment il s'appelle déjà? Euh, Voilà, je suis fatigué Enfin, de oui, connaître je le nom vois. du secteur, voilà. On voit. C'est secteur 8 je crois. Bon bref, en tout cas tu dois descendre en ascenseur pour aller à ces combats, ces arènes souterraines. Et bah la porte de l'ascenseur est genre elle est presque pixelisée tellement c'est pas beau genre. C'est c'est compliqué. Voilà, graphiquement c'est superbe mais faut pas trop porter attention aux textures et surtout quand le jeu nous met droit devant une texture et que bah, c'est la caméra du jeu qui a décidé et que du coup on voit qu'il y a beaucoup de soucis sur cette Oui. texture. Wall Market. Mais les personnages Wall Market, voilà, merci. Mais par contre, tout ce qui est personnages, oh là là, les personnages, putain, les animations faciales. Il y a des moments où t'as un personnage qui part à Cloud, je pense, au tout début. T'as l'explosion donc du réacteur du secteur 5 ou du réacteur numéro Je sais 5. plus. J'ai du mal avec les numéros. Mais en tout cas, t'as tout qui explose, toi tu t'enfuis. Et t'as Jessie qui se prend un caillou, toi tu l'aides à remonter, genre elle tombe, elle remonte, elle fait ah c'était pour voir si t'allais me rattraper. Et t'as Cloud, il tire une tronche un peu, genre arrête, genre tu me gênes un peu. Et t'as tellement de. L'animation est tellement bien foutue. T'as des réactions comme ça qui sont assez impressionnantes. Mais et même, tu disais ça, moi je pense au moment où la caméra passe un peu à la première personne, hein, où tu prends le point de vue de Cloud, et du coup t'as Tifa ou Iris qui te font face par exemple, et vraiment tu vois qu'il y a un jeu sur les animations pour... ouais, pour les rendre ultra humaines, mais c'est vrai que même, enfin, du coup, tu parlais de Cloud, j'avais pas pensé à ce moment, mais ça marche aussi en fait. Euh, c'est là que tu captes le mieux ce qui passe à travers les yeux des personnages, parce qu'en fait, les personnages te regardent toi. Et du coup, tu sens Oui, toute l'intensité qu'il y a dans un regard. Donc, ouais, vraiment, en termes de puissance évocatrice, je trouve que les moments où ça passe soit à la première personne, mais plus généralement, quand il y a des gros plans, en fait, qui sont vraiment rapprochés et qui montrent les yeux, qu'est-ce que ça marche bien. Enfin, de toute façon, la vie dans les yeux est extrêmement bien retranscrite. Et là-dessus, je suis assez bluffé parce que c'est très dur de rendre vivant des yeux en 3D. oui, il me semble que c'est dans le chapitre 2 quand t'as un flashback qui dure à peine quelques secondes, où t'as Cloud qui se balade à Nibelheim, et t'entends Tifa qui l'appelle, et qui se rapproche de lui. Et tu vois genre, le regard de Tifa, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui passent dedans, surtout quand tu connais du coup l'histoire des personnages, Eh oui. si t'as fait le FF7 original. Et d'ailleurs, en ayant lu Traces of Two Past, Hmm. et en revoyant ce moment, le chapitre 2, le regard, tu le vois différemment en Ouais, plus. ok. Enfin, tu le Hmm. comprends davantage, je veux dire. Ça, c'est ouais, c'est chouette quand tu arrives à capter quelque chose qui
qui ne se dit pas. Même si, bon, c'est du cross-média, du coup, c'est pas nécessaire, mais si ça rajoute une subtilité dans un regard, Oui. c'est toujours assez plaisant quand même. Bon, du coup, on parle des cinématiques. Concernant la mise en scène, je trouve que dans l'ensemble, elle assure le minimum syndical, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur des chants contre chants, mais il y a vraiment des moments où elle sait s'envoler, notamment lors des séquences d'action, évidemment, ou de la danse au Onibi. Ah oui. Scène de danse au Onibi qui, alors certes, est absolument géniale, mais qui, je trouve, entre un petit peu en contradiction avec l'aspect renfermé et timide de Cloud qui essaie de jouer les gros durs. Là, le fait qu'il soit autant extraverti, je trouve que ça colle pas trop au personnage. Et d'autant plus que c'est juste le temps d'une scène et que après, t'as pas l'impression qu'il est appris de cette scène. Juste après, il est enfermé avec Tifa et Aerith par Don Corneo et t'as pas l'impression qu'il soit plus à l'aise. Certainement pas avec Tifa et Aerith en même temps en plus. Donc voilà, c'est bon, certes, c'est très chouette, mais ça fait pas trop sens. Voilà. Après, moi, je serais quand même de ceux qui disent, certes, ça fait pas sens, mais on s'en fout, parce que ça fait une super scène. Et techniquement, est-ce que ça rend le jeu moins bien? Non. Bon. Bah, au contraire. Voilà. Donc, moi, je suis complètement très très amateur de cette scène qui, qui fonctionne très bien. Même si, en tant qu'amateur de jeux de rythme, les QTE sont pas toujours très lisibles. Hein. Ah oui, Voilà. ouais, puis c'était bon, c'était le minimum syndical quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que la mise en scène, alors dans les cinématiques, en tout cas, ouais, c'est vrai que tu la ressens comme assez random, bien que tu sens qu'ils veulent mettre beaucoup en avant les personnages. T'as énormément de plans qui iconisent certains personnages, où tu les vois genre bien, t'as la caméra centrée sur eux, tu les vois prendre une pause en particulier, limite, Ouais. mets la cutscene en pause, prends en screen. Beaucoup de pied-tête aussi. Oui. Et puis ouais, après, t'as des moments où c'est vrai qu'elle... Genre, un moment, une scène d'action où la mise en scène, vraiment, je l'ai trouvée très impressionnante, c'est celle du chapitre 4, Les motos. où t'as le biker qui vient se battre Ouais. côté de Cloud. Celle-là, cette cinématique, elle est merveilleuse. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, oui, que ça sait mettre les moyens et le talent là où il faut. Et puis, il y a aussi des fulgurances avec des moments plus intimistes, comme on le disait, donc, notamment avec les gros plans et puis les plans qui arrivent économiser n'importe quoi, à iconiser les personnages, mais pas forcément en les rendant badass ou quoi, hein, mais vraiment juste en les rendant vivants et en sachant les capter dans tout ce qu'ils représentent. Donc, oui, c'est assez minimaliste, mais plutôt intimiste et assez réussi. Malheureusement, j'ai plus l'impression que c'est pas mal de fulgurance plutôt que vraiment une tenue. Tu vois, il y a plusieurs pics, il y en a pas mal, hein, et ils se notent, mais c'est quand même pas l'intégrale, c'est pas la majorité du temps. Donc j'aurais plus tendance à dire que sur la longueur, il y a quand même plus de moments qui sont OSEF que de moments qui sont vraiment impactants et dont tu te souviens. Même si, au final, c'est quand même des moments dont tu te souviens que tu te souviens. Donc. Oui. Après, il y a un moment dont je me souviens en particulier, un truc que, à mon avis, ils auraient pu faire, qui font déjà en fait, mais qu'ils auraient pu faire encore plus, c'est prendre cette mise en scène, se présenter les personnages comme vivants, comme tu disais, mais le faire aussi par le gameplay. Oui. Je pense à une scène du chapitre 12 avec Aerys et Marlène. Peut-être que tu vois de Oui, laquelle bien je sûr. parle. Voilà, c'est cette scène. Je pense que c'est ma scène préférée du jeu, honnêtement. Je la trouve assez dingue. Quand juste tu te promènes, tu as Marlène qui tient Aerys dans ses mains. Juste tu traverses le 7-7 et puis genre t'entends le thème d'Aerys. Ce moment est incroyable, vraiment. Ouais, s'il y a une scène qui m'a marqué du jeu, c'est celle-là. Tiens, avant de parler du scénario plus globalement et dire ce qu'on en a pensé, et éventuellement du coup partir dans la section spoilers, va falloir quand même qu'on parle de Jessie. On Alors, va pas parce s'entendre. que du coup, moi, mon point de départ, c'est que Jessie, certes, elle est très BG, hein, ça y a pas de souci, et
des fois, elle a vraiment des répliques cool, mais dans l'ensemble, c'est une giga forceuse, mais que ça en peut plus. Et si c'était un gars qui faisait ça, crois-moi que ce serait pas possible, quoi. Donc, je me dis vraiment, enfin, laisse-le tranquille. Cloud n'est pas intéressé. Bah oui, Jessie est forceuse de fou, mais c'est pas le genre de truc qui me dérange. Et au contraire, ça lui permet de faire des blagues assez fun, je trouve. Notamment le bot de nuit. Mais putain, j'ai oublié ce que je veux dire. Typique, ça. Attends, je vais retrouver. De toute façon, dès qu'il faut amener des arguments. Bah ferme-la. Quel connard celui-là. Mais du coup, genre, ça fait que, enfin, déjà, quand tu prends en compte que Jessie dans Final Fantasy VII, dans l'original, c'est une boîte de dialogue qui sort genre 3 répliques dans tout le jeu, bah voilà, fallait lui créer une personnalité à partir de ça. Et quand bien même, bah je trouve que ça participe à la sortir du lot. Honnêtement, Jessie, pareil pour Biggs et Wedge, t'as l'impression que c'est des membres du cast principal à certains moments. Enfin, je suis arrivé un petit peu aveugle vers FF7 Remake, donc je savais pas que c'était des persos secondaires dans l'original. Et du coup, ça m'a vraiment donné cette impression que ça allait être des membres de l'aventure. Concernant Jessie, en fait, je vais prendre le même reproche que j'ai avec Wedge. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un trait de personnalité qui est marqué que c'est un bon trait de personnalité. Wedge qui arrête pas de trop drôle, il mange, il est gros, tout ça. Oui, bon, ouais, j'avoue que c'est un petit peu. Voilà. C'est un petit peu problématique des fois. C'est compliqué. Voilà. Bon, bah, du coup, on a parlé de l'ensemble. Alors, on peut très rapidement dire que le scénario nous a beaucoup plu, il me semble. Hein, tu confirmes ? Oui, clairement. Beaucoup plus d'approfondissement pour les personnages. Bah, en même temps, c'est un jeu qui dure 30 heures, là où la partie durait 8 heures. Et je me suis beaucoup plus attaché aux personnages, même en genre 5 heures dans FF7 Remake que j'aurais pu le faire, je pense, en 20 heures dans le FF7 original. Oui, après, on part de standards qui n'étaient pas les mêmes, donc... Oui, c'est ça, mais surtout, t'avais des erreurs il y avait des soucis dans les jeux de la série FF7 après FF7, qui avaient tendance à un petit peu mal comprendre les personnages. Genre, Aerys, c'était quasiment une présence divine. Cloud, il revenait à ce qu'il était au début de FF7. Ouais. Et ça, ils ont vraiment évité, et ça fait plaisir. Après, pour Aerys, on en reparlera, mais c'est intéressant quand même, je trouve, son traitement post Oui. FF7. Ouais, je sais pas. Enfin, il y a des fois où j'ai plus de mal que d'autres, honnêtement. Mais ok, oui, j'entends quand même l'argument. Enfin, l'idée. Voilà, et puis les thèmes qui sont un peu plus approfondis en général, les thèmes au sein de Midgar. Mais après, forcément, c'est un jeu qui dure 30 heures. Et qui est que la première partie du coup de Final Fantasy VII. D'une trilogie. Voilà, et d'une trilogie. A priori, voilà, du coup, on peut passer, dans les éléments qui fâchent certains, qui en ravissent d'autres. Bon, bah, je crève l'abcès tout de suite. Pour moi, je trouve que le fait que FF7 Remake soit une suite, a priori, en tout cas une continuité de tout le jeu, et pas juste une réinterprétation. C'est vraiment une nouvelle manière... Enfin, on peut le comprendre comme une réinterprétation, mais je pense que... non, même pas, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnages qui savent que FF7 original s'est déjà déroulé. Donc, partant de là, j'estime que c'est une suite ou une continuité dans la saga. Ouais, pour moi, il y a 4 persos qui sont au courant d'ailleurs. Aerys, Sephiroth. Aerys, Sephiroth. Et puis Marlène. Marlène et Red 13. Red 13, alors ça, je l'avais jamais entendu. Ah merde, putain, il s'appelle comment déjà non, mais Rouge 13 ou Red 13, mais Red 13. Ah oui, pardon, oui. Oui, non, mais juste. Je croyais que je m'étais trompé de numéro. Non, c'était pas un reproche. Ok. Bon, bah, je vais l'appeler Rouge 13, comme ça au moins on sera. Pourquoi, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant, et pourquoi je trouve que c'est très très bien joué de l'avoir fait précisément avec ce FF7. Parce que justement, depuis tout à l'heure, j'évoque vite fait le fait que FF7, ça parle du fait d'aller de l'avant et de ne pas rester coincé dans le passé. Et du coup, jouer avec un remake sur la notion même de ne pas rester dans le passé et donc de ne pas refaire exactement le même jeu, parce qu'il ne faut pas... Enfin, si on veut refaire exactement le même jeu, on refait exactement le même jeu. Donc, c'est pas intéressant d'un point de vue de ce que veut raconter le jeu, en fait. Donc, le fait de l'élever, justement, à ce qu'est le jeu,
bah, c'est plutôt bien vu, et d'autant plus que c'est dirigé par Nomura qui, a l'habitude de faire d'aller chercher comme ça des concepts assez méta et de les maîtriser avec une certaine réussite, des fois un peu moins, mais du coup, je suis très hâte de voir en fait ce que va donner Rebirth et alors je parie que le dernier va s'appeler Remember. Voilà sur l'ensemble de la trilogie, peut-être que ça va se péter la gueule, mais je reste confiant. Voilà, j'attends de voir, mais je me dis qu'il y a un potentiel en tout cas. Je dis pas que c'est perdu d'avance. Bon. Et justement, parce que le fait que ça aille chercher quelque chose en disant là, c'est le destin que tu vas changer, et donc l'univers de FF7, voilà, donc tu vas le rediriger vers une histoire qui est tout autre, ça peut aller raconter quelque chose de tellement plus intéressant que juste faire l'original en plus détaillé, parce que du coup ça peut vraiment avoir un propos sur l'objet en lui-même qu'est FF7, l'objet en lui-même qu'est FF7 Remake, le fait que les personnages sachent qu'ils sont dans un jeu, et donc sur le jeu vidéo en général, ça peut rapporter un thème sur alors le futur et le passé tel que FF7 l'avait déjà pensé, et ça peut apporter des interprétations propres à Nomura telles que le regret, le fait d'évoluer, tout ça, qui apparaissent déjà dans ces jeux, notamment du coup Kingdom Hearts. Voilà, donc je trouve que la convergence des idées est très très pertinente, et le fait d'avoir vendu ça comme étant un remake dans le sens plus strict du terme, quand on l'entend en tant que jeu vidéo, pour en fait en faire un remake, mais dans le sens littéral, en fait, on refait, mais on le refait, c'est-à-dire qu'on ne le reproduit pas, on refait Final Fantasy VII, mais d'une autre manière. Ça, je trouve ça très très intéressant dans la com, parce que du coup, ça va aussi aller chercher quelque chose du jeu, dans cette idée que, n'allez pas chercher dans le passé. Et du coup, le disposer comme une surprise, ça apporte deux, trois trucs. J'attends de voir ton avis un peu, Néo, pour voir. Trop cool, t'as dit tout ce que je voulais dire. Génial. Ouais, génial. Hein. Non, mais oui, je suis beaucoup d'accord. Ouais, là, en vrai, l'aspect comme tout ce que ça peut permettre aussi, je pense on peut parler de la suite déjà, comment il parle de la suite. Il joue beaucoup sur le fait de est-ce que Aerys va mourir, est-ce qu'elle va vivre. Ça peut changer maintenant, étant donné qu'on a littéralement plus de destin. Moi, j'ai ma théorie. Je n'ai pas de théorie là-dessus pour l'instant. Moi, c'est très simple. En fait, il va faire haha, non, elle a survécu comme vous l'espériez, et non, elle crève. Non, mais 100%, ça va être ça. Hein. C'est Nomura. Enfin, c'est pas Nomura qui l'écrit, mais il dirige. Donc, s'il y a un thème qui peut infuser là-dedans, ça peut être. Voilà, je parlais du regret. Bon. Et les fausses joies aussi. Bah oui, en vrai, ça servirait à fond le propos de. Bah déjà, le fait que la com se base là-dessus, ça sert déjà le propos. Ça, le fait même. Enfin, ça a été un reproche d'ailleurs fait que, quitte à ce que ça soit vraiment une suite, fallait le vendre comme une suite. Bah non. Sauf que ça aurait tellement pas été pareil. Non, ça aurait pas marché. Pour le coup, le fait de Vas-y. En vrai, ouais, mais je sais pas si t'as vu le trailer de lancement du jeu. Il a tout spoilé. Ouais, mais... Il a vraiment tout spoilé, le trailer de lancement. Genre, il dure 5 minutes, ils te disent « Ah oui, d'ailleurs, là, il y a Barrett qui meurt alors qu'il le devrait pas. » Là, t'as vu, il y a des fillers, là. Ah bah oui, tiens, les fillers, on peut en parler. Ouais, on peut parler des fillers. Et ça s'appelle comment déjà dans la VO? Il me semble que leur nom original était plus... Whispers. Ah oui. Les chuchotements. Les chuchotements. Ah putain, du coup, ok, ça vient de là. T'as le livre que je suis en train de lire sur FF7 Remake. A une écriture assez différente, on va dire, de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de bouquin. Et ça mentionne beaucoup des chuchotements. Ah. Et du coup, ça fait... Enfin, il fait écho, en tout cas, au chuchotement que faisaient les fans de Final Fantasy à base de « Est-ce que vous allez faire FF7 Remake ? Est-ce que vous allez faire un remake ?» donc c'est d'autant plus signifiant. Donc ouais, c'est d'autant plus signifiant, oui, effectivement. C'est très intéressant. Mais c'est marrant parce que là encore, du coup, on peut faire un écho à Kingdom Hearts. Mais d'ailleurs, ça on l'a pas dit, mais niveau chara design, il y a vraiment des ennemis, c'est des sans cœur. Hein. Bon, c'était assez anecdotique, donc. Mais bon, il y a vraiment des ennemis. Tu t'es dit, oui, bon, je vois. Et puis, du coup, oui, le fait que, certes, il s'appelle Whisper en anglais, mais Filler en français. Ça me rapproche un peu de la traduction de Nobody's en simili. Parce que
ça veut dire deux choses assez différentes, mais c'est très signifiant sur du coup la manière, enfin sur ce que ça raconte d'eux en fait. Parce que bon, Nobody's, ça raconte, bon non, je vais pas parler de KH parce que c'est un peu hors sujet pour le, enfin pas trop, mais un peu. Non, bah, je vais me concentrer sur les fillers. Les fillers, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est eux qui, on comprend, qui filent du coup la toile du destin, un peu comme les parcs, il me semble. Les parcs qui coupent le fil quand quelqu'un meurt, enfin pour que quelqu'un meure, dans la mythologie grecque. Et voilà, on peut retrouver cette notion de le fil du destin, le fil de la vie, ce genre de choses. Euh, donc les fillers, ça ramène immédiatement au destin, évidemment. Et c'est bien à ça qu'ils servent, c'est à garder FF7 tel qu'est l'original, en fait. Et donc le rôle en tout cas la tentative de Sephiroth dans le jeu, c'est d'outrepasser le destin, d'aller pas forcément à son encontre, mais au moins d'aller dans une direction qu'il n'a pas prévue, que le destin n'a pas prévue. Et donc déjà, ça questionne sur tout ce qui est déterminisme, libre arbitre. Est-ce que tu peux vraiment aller contre ton destin? Est-ce qu'il y a un destin? Tout ça. Donc évidemment, ça pose des questions très intéressantes. Mais du coup, Whispers, ça va chercher dans quelque chose euh, de plus pernicieux peut-être, en tout cas de plus discret. Évidemment, le chuchotement déjà, ça évoque quelque chose de beaucoup plus discret par défaut, parce qu'un chuchotement, c'est très peu silencieux. Et surtout, ça peut évoquer le fait qu'il n'y a que toi qui les entends, et donc il n'y a que toi qui les vois en l'occurrence. Qu'un chuchotement, ça peut évoquer le secret peut-être, donc le fait que c'est quelque chose qui peut se partager. Et effectivement, quand tu as deux personnages qui se touchent, ils partagent leur capacité à voir les fillers. Et Whisper, il y a aussi le fait que du coup, tu passes en fait, tu transmets. Donc là aussi, tu as le fait que peut-être il y a un truc qui se crée entre le fait qu'il y a une transmission du FF7 original au FF7 remake. Mais du coup, on ne saurait pas dire encore trop laquelle. Est-ce que c'est le Sephiroth original qui parle au Sephiroth du remake? Est-ce que c'est le même Sephiroth? Et c'est pour ça qu'il sait, du coup, qu'est-ce qui se construit, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour qu'on arrive à une autre temporalité comme ça, où il y a plusieurs clouds qui existent. Donc ouais, ça amène pas mal de choses. Je sais pas comment t'interprètes ces noms, toi, Néo. Et j'ai beaucoup du mal avec. Enfin, la fin en tout cas j'ai l'impression de tout comprendre et à la fois de rien comprendre. Ouais. Oui, Euh, typiquement Nomura, ça. Même Ouais, si c'est pas voilà. Nomura qui a écrit, on rappelle. Genre, Mais il a réalisé, donc ça. mais genre, ouais, je sais plus, je crois qu'on en avait parlé une fois sur Discord. Mais la fin, quand j'ai fini FF7 Remake pour la première fois, j'étais complètement largué, mais je sentais j'avais l'impression de. Bah, déjà, je ressentais pas mal d'émotions parce que tu avais tout le travail sur la mise en scène, beaucoup de choses qui se passaient. Mais Oui. j'avais pas l'impression d'être si paumé que ça. Alors que pourtant, j'ai pas fait le FF7 Mhm. original, sans pour un. Oui, ça, je pense que ça tient particulièrement à la mise en scène, en fait, que on n'a pas besoin de te dire ce que tu dois ressentir si on arrive à te le faire vivre, tout Oui. simplement. Donc, même si, enfin, c'est même d'autant plus intéressant de ne pas savoir placer des mots sur ce que tu ressens, mais de ressentir, plutôt que de te dire, ah oui, là j'ai compris, il faut que je rie ou il faut que je pleure. Bon, euh, du coup, oui, je vois très bien, enfin, moi aussi, du coup, j'ai eu ce sentiment de une porte se fermait mais pour qu'une autre s'ouvre et vraiment pour une aventure qui promettait quoi. Mais c'est vrai que il y a eu le climax, il y a eu tout ce combat dantesque contre Sephiroth avec qui suivait la course poursuite sur l'autoroute, qui suivait les combats au sommet de la Shinra, qui suivait l'escalade et du coup la montée littéralement vers le climax. Donc tout cet enchaînement quand la pression retombe, évidemment l'adrénaline avec et c'est là que tu te dis ah oui, j'ai vécu quelque chose là. Enfin, je peux de nouveau penser à ce que j'ai vécu. Hmm. Et donc évidemment, le jeu en profite pour te dire ah d'ailleurs il y a ça. Donc Bien sûr. évidemment, voilà, ça c'est un des trucs qui a mis beaucoup de joueurs sur la piste, c'est que du coup Zack n'est pas mort. C'est très intéressant, je trouve, la manière dont c'est mis en scène, parce que ça aussi je te l'avais déjà dit, mais du coup le fait qu'il soit montré de dos, tu comprends naturellement qu'il revient. Il est montré de dos et la caméra est face à Midgar, donc il y a Hmm. ce sentiment de il est parti depuis longtemps
et il revient. Et surtout, il est important parce qu'il est filmé. Alors, je sais plus si c'est juste ses pieds ou si c'est de dos, mais en tout cas, il est important dans la caméra. Il est au premier plan et il emplit une bonne partie du cadre. Donc, Midgar est sur la deuxième moitié. Donc, t'as vraiment ce truc du Zach, puisque c'est lui, est une partie de Midgar et Midgar est une partie de Zach éventuellement. Donc déjà, tu peux construire quelque chose, une réflexion, ou en tout cas un sentiment, une opinion sur le personnage, même si tu le connais pas, si t'as pas fait l'original ni Crisis Core. Donc, de toute façon, on en parlait tout à l'heure, hein, quand la réalisation s'y met, elle sait très bien réaliser et être signifiante sans avoir besoin de nous dire mot pour mot ce qui est en train de se passer et ce qu'on est censé ressentir. Donc, voilà, là-dessus, ça fonctionne bien. Ouais, c'est vers quand que Est-ce que toi, tu t'es dit déjà... ah, là, ça se distingue du jeu d'origine. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ça ou non, tu le soupçonnais pas Bah, je soupçonnais pas vraiment. En fait, il a fallu attendre l'explication vers, je crois, l'avant-dernier chapitre où t'as Aerys qui explique, ouais, voilà, ce qui se passe, c'est que y a les fillers qui empêchent le destin de se dérouler. Et là, j'ai repris certains événements que j'avais vus en compte. Et c'est après, quand j'ai vu la supposée mort de Barrett, que du coup, j'ai compris vraiment toute l'ampleur du récit. Enfin, toute l'ampleur du concept de filler. Oui, j'y pense là, parce que c'est marrant que les fillers soient responsables à une ou deux reprises d'un détour pour une péripétie nulle. Donc voilà, quand tu sais que filler, bah, c'est un homonyme pour une autre signification, bon... Oui. C'est pas consistant, ce n'est pas une interprétation, mais c'est rigolo. Déjà, le fait que le destin ait été changé, parce que littéralement, à la fin, on combat le destin. C'est ce qui est très peu subtil d'ailleurs, mais on combat le destin. Ce qui fait que certains personnages ont survécu. Je pense à Biggs, qui est le seul survivant de la team des trois, là, qu'on voit se réveiller à la toute fin du jeu, dans une chambre. Alors je pense à Wedge qui avait un petit peu survécu, mais qui a une mort tellement nulle. Genre, c'est ridicule. Oui. J'ai presque l'impression qu'il est pas mort en fait, tellement c'était expédié. Genre, il est dans la tour, hop, il se fait pousser, il est mort. Voilà. Oh dommage. D'accord. Oh non, j'ai pas été utile. Il y avait une autre scène aussi dont je voulais parler. Bah pareil, encore une fois, ça concerne Biggs, Wedge et Jesse. Tout le chapitre 4 en fait, qui a complètement été rajouté pour le coup, et qui permet de voir Midgar, pareil, une autre facette de Midgar, mais d'en savoir beaucoup plus que ce qu'on était censé savoir à ce moment de l'aventure. C'est ça, de découvrir un quotidien qui n'est même pas conscient de ce qui se passe en bas, mais qui n'est pas non plus coupable. Là aussi, ça crée plus de nuances hein, dans le... Ah bah d'ailleurs, oui, j'en reparlerai. Vas-y, continue, mais je note un truc. Voilà, et puis le chapitre 12, donc encore une fois le tout milieu du jeu, qui est un énorme climax, qui arrive pile à la moitié du jeu, ce qui fait que ça peut même prendre parfois des airs de finale, parce que t'as passé 15-20 heures, si tu sais pas trop combien de temps le jeu il dure, bah tu peux te dire c'est la fin du jeu. Et qui est dantesque. Enfin, je me souviens vraiment l'avoir vécu comme le gros moment de FF7 Remake, alors que j'avais fait juste la moitié du jeu et que j'étais clairement pas prêt pour ce qu'elle allait se passer après, genre. Alors que dans le FF7 original, c'est un peu le... En fait, c'est ce qui lance le jeu, j'ai l'impression. Alors que là, on est déjà bien dans FF7 Remake. Du coup, ouais, pour ajouter à propos de la tentative de nuance entre les gentils et les méchants, même si déjà FF7 Remake original s'en sortait très bien, hein, notamment en... FF7 Remake original. Non, FF7 original tout court. Essayait de... mettait quand même en scène des éco-terroristes, hein, voilà, donc, mais qu'on présentait positivement. Donc déjà, niveau nuance et non-manichéisme, on était pas mal. Mais là, ça va quand même aller chercher dans des sphères encore plus complexes, parce que, en plus, du coup, d'aller chercher les citoyens qui, alors, certes, ferment les yeux, mais en même temps, est-ce qu'on peut leur montrer ce qui se passe en bas ? Non. Donc,
là encore, on questionne leur responsabilité dans tout ça, le fait qu'ils disent qu'ils fassent rien ou quoi, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tout ça, blablabla. Bon, moi, j'aimerais bien revenir sur un point que des gens avaient soulevé en disant oh non, mais enfin ça c'est un peu nul parce que c'est juste pour montrer que la Shinra c'est vraiment les méchants, tout ça. C'est le moment où c'est en fait Heidegger du coup qui fait péter le réacteur beaucoup plus fort qu'il n'est censé péter en fait avec la bombe de Jesse. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont montés au créneau, enfin montés au créneau c'est un grand mot, mais en tout cas qui ont relevé ce point en disant c'était pas la peine de montrer que en fait la Shinra c'était vraiment les grands méchants. Sauf qu'en fait c'est pas du tout à ça qu'elle sert la scène. Parce que déjà c'est pas la Shinra en elle-même qui est mise en cause, c'est uniquement le chef de la sécurité qui est pour le coup effectivement très caricatural, mais c'est un rôle parmi d'autres. Et pour le coup je pense que son rôle c'est d'être caricatural, mais surtout le truc c'est pas de rendre la Shinra plus méchante, c'est de rendre Avalanche beaucoup moins sur deux en fait. Oui. Parce que quand la bombe elle explose à ce point, la première chose que se dit Jessie c'est mais attends, mais c'est moi qui ai fait ça, mais elle était pas censée faire comme ça, j'ai dû me tromper dans mes calculs, mais du coup là j'ai peut-être tué des gens et tout. Donc là ça remet vraiment en cause les intentions d'Avalanche, et en plus ça joue contre eux, enfin ça fait jouer contre eux les citoyens. Parce que c'était pas censé péter comme ça. Et donc, quand t'as des citoyens qui sont directement attaqués, qui du coup ont un impact vraiment encore plus direct que oh non, j'ai plus d'électricité. Là, c'est vraiment genre il y a un débris qui s'est écrasé dans mon salon. Bon, c'est quand même autre chose. Bon, ou alors il y a mon salon qui s'est écrasé dans les débris. Bon, là, tout de suite, c'est beaucoup plus palpable. Et du coup, quand t'entends les reproches que les civils peuvent faire à Avalanche, bah, ça prend une ampleur et une responsabilité. Ça fait peser quelque chose de beaucoup plus tangible sur les protagonistes. Et c'est vraiment à ça qu'elle sert, cette scène. C'est pas juste à montrer que la Shinra, c'est des méchants. C'est... Oui, Voilà, puis... donc j'avais l'impression qu'on était passé un peu à côté. Ouais, puis il y a une autre scène qui, pour moi, fait le taf de... Enfin, fait le taf. Qui m'a un petit peu dérangé dans le sens où elle montrait vraiment que Shinra, gros bâtard de A à Z, c'est la réunion. Mm. La scène de la réunion que tu vas espionner depuis, en passant par les toilettes. Oui, Où là, c'est juste des connards, quoi. T'as rien à... T'as oui, rien oui, à ça, argumenter, ok, ouais. quoi. Et ça m'a posé souci aussi par rapport au scientifique Ojo, je crois, il s'appelle. Ouais. Euh, il m'a saoulé. C'est juste le cliché typique du savant fou qui casse les couilles, quoi. Surtout quand il te Oui. fait faire 36 détours par ses salles de test, là. Oui, ouais. Bah tiens, oui, voilà, encore un, Ouais, un moment ouais, j'avais passionnant. oublié, mais c'est vrai, putain. Oh là là, je crois que c'est un des pires, en vrai, celui-là. Ah, c'est possible, ouais. Il dure 1 heure et demie, un truc comme ça. C'est un enfer. Bah, c'est tellement le pire qu'on essaie de l'effacer de notre mémoire, visiblement. Ouais. Ça, puis un truc auquel je pense aussi, bah, c'est encore une fois pour revenir à la toute fin. Le fait que pour bien être sûr de comprendre, enfin, gros guillemets, être sûr de tout comprendre, ça, il faudrait faire le Final Fantasy VII original. Ah, Alors, je suis pas tant d'accord avec ça, parce que je pense que avec les éléments qui nous sont donnés dans le jeu, si on cherche bien, je pense qu'on peut comprendre ce qui se passe. mhm. Même si on... À la limite, faire Crisis Core pour comprendre un peu d'où il vient Zack, parce que c'est vrai qu'il est jamais présenté, jamais mentionné. Mais par contre, ce qui est très bien, c'est que Final Fantasy VII Remake, il pousse à faire l'original. Parce qu'il y a tellement d'amour envers le jeu original, il y a tellement de respect, que bah, naturellement, quand j'ai fini FF7 Remake, je me suis presque direct attaqué à l'original. Non seulement il y a du respect et il y a une envie de pousser justement à faire l'original, mais surtout si t'as pas envie de faire l'original, bah, il reste autosuffisant en fait. Tu comprends les implications indépendamment de si t'as fait les autres jeux de la collection ou pas. Alors que si tu fais Dirge of Cerberus sans avoir fait aucun autre jeu, bon bah tu vas juste te rendre compte que de toute façon c'est un jeu pas bien. Euh, mais voilà, thématiquement ça reste compréhensible, même si et même scénaristiquement, hein, même si t'as pas tous les tenants et les aboutissants qui sont mis en place par tout le reste de la collection. Donc certes, thématiquement ça prend encore plus de sens quand tu le remets dans son contexte, notamment du coup juste l'original, mais il y a quand même un truc qui se joue quoi. Oui, puis voilà, peu importe à quel point t'as poncé la série FF7, tu comprendras pas tout. C'est- Oui. Voilà, c'est clairement, faut se mettre en tête que FF7 Remake, c'est le début d'une trilogie et que il y a plein d'éléments qui seront
expliqué dans les prochains épisodes. Et puis, même si c'est expliqué dans les prochains épisodes, je trouve que ça reste pertinent en objet seul, et en objet ludique et avec un propos. Voilà. Bon, qu'attends-tu de la suite ? Qu'est-ce que j'attends de la suite ? En vrai, j'attends rien. Enfin, j'ai très hâte. Hein. J'ai vraiment très hâte. C'est le jeu que j'attends le plus pour la fin de l'année. Mais je sais pas à quoi m'attendre. Je suis très content de pas savoir à quoi m'attendre. Et ouais, j'ai juste hâte en fait. J'ai rien de plus. J'attends pas grand chose. Bah, en substance, je suis assez d'accord. Donc, pareil, ouais, je fais confiance. Voilà, c'est ça. Je suis en confiance là pour celui-là. On va peut-être pas aborder tout ce qui était The First Soldier ou Ever Crisis. Ever Crisis, il est pas sorti. Donc... ouais. The First Soldier, elle n'existe plus. oui. Before Crisis, c'est compliqué aussi. Non, attends, Ever ou Before ? Before. Il y avait les deux. Before Crisis, c'est le jeu qu'il y avait sur mobile, les jeux, les mobiles Java. Il ressort. Hein. Et il va ressortir dans Ever Crisis parce que Ever Crisis, il est en cours de développement. Oui, d'accord. Et Ever Crisis, du coup, ça sera toute la série FF7 dans un jeu mobile. Toute la collection. Ce qui est un remake de l'original ou un demake du remake, mais vu que le remake c'est pas vraiment un remake, et c'est pas vraiment un demake. Donc c'est plus un remake de l'original, mais pour mobile. Et a priori c'est un gacha du coup. Visiblement ça va être un jeu mobile, donc il y a de grandes chances. Ouais. Bon, on verra. On verra. Voilà, bon, on pourrait parler du modèle économique de chez Square Enix qui se pète de plus en plus la gueule entre les jeux à 80 balles, les free-to-play qui surfent sur des succès, les free-to-play Battle Royale, s'il vous plaît. Voilà, Final Fantasy VII, c'est étrange. Ça se trouve, il y avait un giga lore dedans qui expliquait tout, mais du coup, personne ne saura parce que personne n'y a joué. Donc, bon, voilà, il y a toujours chez Square Enix deux aspects, le créatif et le marketeur, et ils cohabitent assez mal malheureusement. Marketeur auquel ils ont ajouté la blockchain. C'est vraiment les seuls développeurs qui veulent rester sur la blockchain en 2023. Hein. Voilà. Tout le monde a abandonné. Eux, non. On va aller vendre nos images de cloud à 100 €. Hein. Non, mais ils font bien parce qu'en plus, en tant que propriétaire des jeux Marvel, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Les Gardiens de la Galaxie c'était pas mal, mais à jouer, non. Voilà. Bon, tout ça pour dire, advienne que pourra, mais nous avons hâte, et globalement FF7 Remake est un jeu très intéressant qui, je pense, fera encore parler pendant bien des années, d'autant plus quand il sera dans son ensemble, dans sa trilogie complète, et je pense que ce sera probablement, si c'est réussi, une des sagas, donc FF7, pas FF, parmi les sagas qui auront pu marquer le plus profondément le jeu vidéo de son empreinte. Et moi ça me va. Ça me va aussi. Alors que le DLC... Ah Le gameplay j'ai trouvé très intéressant, mais par contre l'histoire pour moi, tout le côté scénar, mise en scène, tout ça, ça a plongé dans ce que j'aime pas du tout du film Advent Children. Déjà j'aime pas le film Advent Children, mais en plus il y a cet aspect edgy, emo, années 2000 que prend des fois la série FF7 et que je n'aime pas du tout. Niveau scénar, c'est pas fou, c'est même presque inquiétant. Voilà. Voilà. Allez hop. Et bonne soirée tout le monde. Pour finir sur une note positive. Mais attends, je viens de me rendre compte que je n'ai pas écrit l'outro en fait. Ah putain, quel connard de merde. C'est bête ça. Attends, je vais choper une ancienne. En attendant de trouver une phrase de fin, vous allez vous contenter de ça. Allez, bisous. Mais je l'ai écrit là, mais quel débilax. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier épisode du reboot de Kounet. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Twitter, @KounetPodcast, ou sur les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, PodCloud, Google Podcast, Podcast Addicts et iTunes. Merci de nous avoir écoutés, c'était Neotail et la critique pour Kounet. Salut. 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 Bon, c'est chiant.